père, un excellent homme, s'inquiète de savoir où aura lieu l'Alani. Il ne veut pas se priver, ni priver sa progéniture de ce qu'il y a de plus beau dans la chasse, la bête forcée, les chiens fouillant les entrailles chaudes de la bête, les valets fouillant les chiens, la mort, le sang, les lambeaux de viande rouge. Avec des s'obstine la grosse dame. Et tous les quatre, l'oreille aux aguets, la bouche sèche, les yeux luisants, ils guettent. Les clameurs, les bruits de la chasse. Tantôt elle revient, la voici qui revient, et tantôt elle s'éloigne, au sud. Et les mines s'allongent, déçues. Un ouvrier, tout blanc de la poussière de plâtre, dit avec désespoir, « Eh, il est bien capable d'aller se faire prendre aux étangs. Cette saleté-là, c'est le cerf, derrière lequel hurlent 60 gueules de chiens. Mais non, on sera sûr en soir. Mais non, le cerf ne leur fera pas cette sale blague de mourir aux étangs. Il mourra là, devant eux, en pleine scène. Avec des Mais oui, car c'est un bon cerf, soucieux du plaisir du peuple, que diable. Et devant moi, de l'autre côté du fleuve qui la reflète, la forêt étage somptueusement, déroule comme une magnifique tapisserie ses houles d'or et ses moutonnements pourprés. Oh, la chasse est loin maintenant, ce n'est plus sous cette riche parure qu'un petit cri là-bas, que de petites clameurs indistinctes, étouffées, des souffles qui vont s'éteignant très loin, sous les futaies. Je me souviens que la veille, je me suis promené dans la forêt, que j'ai aperçu dans une allée une bande de cerfs et de biches qui broutaient l'herbe, sans se douter de ce qui les menaçait. C'était le soir, juste avant le coucher du soleil, un soir immobile, où pas une feuille ne bougeait. La forêt semblait de feu, de soufre et de sens. Les troncs d'arbres s'élevaient, colonnades énormes et noires sur les pentes rouges. Et les feuilles tombées rendaient sourd comme un épais tapis le bruit de mes pas. Et longtemps, caché derrière le fût d'un hêtre, j'avais admiré la beauté libre de ces animaux, leur souplesse nerveuse, leur élégance fine. Et je me sens triste davantage à la pensée que c'est peut-être une de ces belles créatures pacifiques et que j'ai vues, que j'ai aimées, qui s'enfuit à présent affolée derrière les chiens, derrière les brutes en habits rouges, les 12 femmes. Les promeneurs arrivent sans cesse, emplissent la route. Mais où est la chasse? Nous avons perdu la chasse. Le boucher, qui a fini sa tournée dans les bourgs voisins, arrête sa voiture et se mêle à la foule. On voit aller et venir mon tablier blanc taché de rouge. Ses bras nus s'agitent parmi la foule, car c'est une foule maintenant. Une foule qui s'impatiente davantage, qui s'exaspère. Des propos s'échangent, nerveux. Des probabilités se colportent, on discute. On dit du cerf que c'est un cochon, c'est mal à lui d'être parti si loin. On proclame que tel endroit est meilleur que tel autre. Le boucher non, l'endroit est bon, l'endroit est bon. Boire. Notre surtisseur, lui, se sont fait prendre ici. Et tout d'un coup, et peu à peu, la voix de la forêt se
crie « Oh, tenez, le voilà !» Et en effet, j'ai entendu comme la chute d'une grosse pierre dans le fleuve. Et parmi les bouillonnements, les remous blanchâtres qui vont s'élargissant en ronds immenses, surgit presque noire, toute petite, la tête du cerf hors de l'eau. Le voilà, le voilà! Alors c'est le délire, la bousculade, les cris, les vociférations, les voix furieuses d'hommes encourageant les voix hurlantes des chiens. Les cavaliers débougent de tous côtés, les sabots des chevaux sonnent sur la route empierrée, d'autres chevaux se cabrent parmi les voitures, on agite des mouchoirs, des chapeaux, des gestes violents, des gestes forcés, on dirait un massacre, un pillage, le sac d'une ville conquise, dans tous ces bruits, tous ces gestes, ont un caractère de sauvagerie, d'exaltation homicide. Puis je n'entends plus très bien ce qui se passe. Je vois encore le cerf qui nage plus lentement maintenant, qui s'engourdit dans le froid de l'eau. Et je vois un piqueur qui a détaché une barque de la rive et qui, conduit par un rameur en habit rouge, s'avance vers le cerf, la dague au poing. Les cris redoublent, les cris de victoire forcenée. Et tout près de moi, une femme du peuple, une paysanne, regardant le piqueur. Les brutes en habit rouge, les cavaliers, la foule, leurs cris, en leur montrant le poing, d'une voix de sublime haine. Ah, les salauds! Quand Clémenceau rentra du service par une matinée d'hiver, tout crotté de la boue du chemin, tout trempé de la pluie du ciel, il n'embrassa pas sa mère qui travaillait, ne l'attendant plus à un ouvrage de couture. Il ne s'informa pas de son père qui travaillait au champ, ni de sa sœur, servante à la ferme des fours. Il s'assit près de la cheminée, sombre, sans prononcer une parole. C'était un grand gaillard, maigre, les mains velues, les bras pendants comme ceux des gorilles, un front très bas, mangé par de rudes cheveux noirs, et des yeux
étrange, dont le regard semblait ailleurs toujours. La mère le considéra, toute saisie de trouver ainsi. C'est dit donc toi? Quoi que t'as dit? Pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu es si changé? Est-ce qu'on rentre comme ça chez ses parents sans seulement leur faire mignon? Es-tu malade? T'as donc pas faim? Clément tourna sur sa chaise et poussa une sorte de bestial grognement. Puis il se leva et se dirigea vers la porte. Mais où que tu vas? Où que tu vas déjà? Je vas où je vas, répondit Clément avec colère. Fais-moi la paix. Si c'est Dieu possible, quoi qu'on lui a fait à mon garçon pour me le rendre comme ça? Puis, s'acheminant vers le village, Clément entra au cabaret tout droit. Tiens, voilà Clément. Nous allons fêter ton retour. Viens boire avec nous, camarades. Mais Clément s'assit à une table, éloignée des buveurs et les coudes sur la table, les yeux luisants, les narines gonflées aux vapeurs d'alcool dont la pièce était pleine. De l'eau de vie, commanda-t-il. Et il ne rentra chez lui que très tard, ivre-mort. Chaque jour passa de même. Les menaces, les reproches, les scènes furent impuissantes à rien changer de la conduite de Clément. Clément ne répondait pas, il ne semblait même pas entendre. Et brusquement, il quittait la maison et allait s'enfuir pour s'enfermer dans le café. Parfois, rentrant tard, il trouva la porte close, les fenêtres barricadées. Alors, il s'étendait de tout son long sur le seuil, la face dans ses ordres. Au bout d'une semaine, le père lui dit « Nous ne pouvons pas te garder à rien faire. Nous ne gagnons pas notre argent pour que tu boives. Tu travailleras ou tu t'en iras. Tu t'en iras au diable. » C'est bon, fit Clément. Il partit, ne revint plus. Sa mère l'attendit en vain. Souvent le soir, elle déverrouillait la porte à l'insu de son mari, afin que son fils pût trouver la maison verte, au cas où l'idée lui vint de rentrer. Mais Clément ne rentra plus. Un mois passa. On n'avait plus revu Clément, on n'avait plus entendu parler de Clément. Où qu'il a pu aller? Disait la mère. Il est peut-être mort. Et même s'il était mort, ça ne serait pas bien de l'avoir envoyé de chez nous. Tant mieux s'il est mort, répondait le père. Nous ne pouvons pas garder un fainéant pareil. Il nous aurait grugé ce fainéant-là. Oh, mais tout de même, c'est notre fils. Notre fils, disait le père. Il n'y a pas de notre fils qui tienne. D'abord, un fils, c'est un qui travaille et qui gagne sa vie. Voilà.